Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Author Talk dans lequel on va se retrouver avec les deux zigotos au-dessus de moi là. Pour discuter de tout et de rien. Voilà. Cette idée est partie à la base des nombreuses discussions philosophiques qu'on pouvait avoir un petit peu à droite à gauche, et on s'est dit que ça pouvait être sympa tout simplement de les enregistrer, de les cadrer un petit peu et de les partager avec vous. Voilà du coup le premier épisode dans lequel on va parler de... Hugo, c'est à toi. Alors aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'interfaçage homme-machine. Donc au programme, on a 4 sous-sujets principaux qui seront l'interfaçage clavier-souris. Donc qu'est-ce que ça a apporté à au sujet d'aujourd'hui. Ensuite, nous avons l'ère du tactile. Pour continuer, on a l'AVR, qu'est-ce que ça a apporté en plus. Et le 4e sujet, le dernier sujet, c'est qu'est-ce que va réserver le futur en fait. Donc les nouvelles technologies en relation avec l'interfaçage homme-machine. Voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'étape avant, j'ai réalisé en fait, mais qu'est-ce qu'on faisait avant d'avoir des claviers et des souris? On tapait des lignes de commande comme des sacs en fait. On avait un clavier à la base. Ouais, on avait un clavier. Non, on avait des punch cards. Donc c'était des petits papiers où tu perçais. Ouais, mais je suis pas sûr qu'à cette époque-là on puisse passer d'interface homme-machine. On parlait d'interface homme-machine. Tu vois, genre il n'y a pas de... Avant on avait juste des machines physiques et on appuyait sur des boutons pour faire des choses quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'était des boutons ou... Enfin, en général, si on globalise homme-machine dans sa globalité, par exemple une catapulte, l'interface c'est les leviers, c'est les poulies, c'est les cordes, ce genre de trucs. Donc oui, on pourrait extrapoler en disant que à l'époque on avait des sortes de claviers primitifs, donc des leviers, des cordes, des poulies, ce genre de trucs quoi, qui font des fonctions particulières. En vrai, c'est une vraie bonne question parce que ça, ça ouvre directement sur. C'est quoi une interface en fait? C'est quoi les enjeux d'une interface quoi? C'est de faire communiquer deux systèmes différents. Ouais, carrément. Oui, nous le sac de viande et la machine le sac de plein de trucs. Voilà, le sac de transistors, d'électricité et de silicium. Voilà. Mais mis à part ça, oui, je pense que si on revient sur l'informatique de l'époque que je n'ai pas connue, les premières interfaces c'était très clairement des claviers quoi. Oui. Donc ouais. Écrire les commandes qu'on passait. C'est seulement après que la souris est arrivée quand on a commencé à avoir des interfaces graphiques. C'est-à-dire avoir des fenêtres, des trucs comme ça. C'est à ce moment-là que la souris est arrivée en fait. Avant, on n'en avait pas besoin, on avait juste besoin d'un clavier. Ouais, sachant que la souris, on a eu des interfaces graphiques au moment où où l'informatique a, il y a eu un enjeu de démocratisation en fait. Oui. C'est ça, hein, parce que avant c'était réservé pas à une élite, mais vraiment à quantité réduite d'individus, quoi, des experts en la matière. Quoi. L'informatique était un outil de travail. C'est-à-dire que c'était vraiment un outil de travail, c'était pas un outil de divertissement comme ça peut être aujourd'hui. Donc forcément, c'était pour de l'accounting, pour faire de la comptabilité, pour faire des trucs, des gestions de stock, des trucs comme ça. En gros, c'est de la numérisation de ces traitements qui étaient faits à la main, c'était surtout ça au début. Et des calculs divers et variés pour des grands calculs, genre la NASA qui fait des trucs comme ça. Donc effectivement, il n'y avait pas forcément ce besoin. Et en fait, c'est avec l'arrivée de la souris et des interfaces graphiques, c'est là aussi qu'on a commencé à avoir les tout premiers logiciels de manipulation d'images. Typiquement, les premières versions de Photoshop, les premières versions d'Illustrator, elles sont arrivées à peu près en même temps, quoi. Parce que du coup, on avait la possibilité avec une souris de faire des trucs. Et le vectoriel, à ce moment-là, c'était complètement dingue, quoi. Parce qu'on pouvait faire des trucs de fou, quoi. Avec une précision infinie, pour le coup. Donc à l'époque, on était en mode waouh, c'est dingue. Rendez-vous compte. En plus de ça, il n'y a rien
y a rien de trivial dans le fait de mettre au point un dispositif qui permet de pointer, en fait. Tu vois, genre, c'est à un moment, comment dire, parce que là, d'ailleurs, aujourd'hui, nous, comment dire, une souris, ça fait tellement partie du décor des outils, en fait, dans l'humanité, mais il y a de ça. Et je pense que c'est pour ça que, genre, moi, en tout cas, j'ai l'image de mes grands-parents qui galèrent avec la souris, tu vois, genre, c'est pas intuitif pour eux de pointer, en fait. Pointer quelque chose. Alors que là, enfin, nous, c'est devenu une activité qui est tellement ultra triviale, quoi. Alors qu'en fait, ça l'était pas du tout, quoi. Enfin, c'est une sacrée invention. Je veux dire, c'est que d'un point de vue de conception, en fait, c'est une sacrée. Faut en arriver au moment où à se dire, bah, je vais pouvoir pointer des trucs, en fait, dans cet espace qui est virtuel, quoi. C'est quand même pas rien, quoi, tu vois. Parce qu'avant, genre, dans ta commande, enfin, dans ton invite de commande, genre, juste. Bah, parce que concrètement, genre, un ordinateur avec ou sans interface graphique, il fait la même chose, en fait. Le truc, c'est que l'interface graphique, elle te permet d'exécuter des fonctions sans avoir besoin de taper la ligne de commande, quoi. Et du coup, t'as pas besoin de connaître par cœur ces lignes de commande là, qui sont en fait assez opaques pour le profane. En fait, la souris, on n'en parle pas, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est une invention de dingue. Bah ouais, la souris a apporté pas mal de trucs déjà parce que oui, ce que tu dis c'est très clair. C'est différent de taper des lignes de commande et des lignes de code alors que sur une souris c'est très intuitif. Notamment les fonctions de souris, genre le clic droit qui est un peu le menu contextuel et le clic gauche qui est un peu le menu je clique, je pointe, double clic, tout ça. Et en fait il y a plein de trucs qui sont vachement ancrés dans le quotidien de la souris, enfin de notre utilisation de la souris, genre faire un carré comme ça en drag avec un drag and drop. C'est bizarre, dit comme ça, en le décrivant comme ça, c'est très bizarre, mais c'est très intuitif parce que on sélectionne plein d'objets, on maintient clic gauche pour les déplacer, clic droit pour faire une action contextuelle sur tous ces fichiers. Alors que dans des lignes de code ou des lignes de commande, c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est beaucoup plus, comment dire, ça demande une connaissance un peu plus avancée de ce qu'on fait, de comment ça marche. Et c'est ça qui est intéressant avec la souris, c'est que c'est un outil tellement ancré dans notre quotidien qu'on fait plus attention, mais qui a des propriétés et un design très malin en fait. Et je suis impressionné. Enfin, ce truc n'existait pas avant, on se débrouillait sans. Et là aujourd'hui, on peut plus faire sans en fait. C'est clair. Ton combo, c'est soit t'achètes clavier souris et sur un ordinateur portable, t'as un pad en plus. Donc vraiment, c'est bien ancré. Et c'est intéressant parce qu'il s'est passé exactement la même chose par rapport aux écrans tactiles. On y reviendra après. Et on y reviendra après. Suivons le plan, s'il vous plaît. Mais ouais, c'est une belle révolution au niveau interface homme-machine, à mon humble avis. Je sais pas, tu vois, je serais curieux de dresser. Après, bah, tu parles d'un effort d'un effort de recherche, mais je serais curieux de voir un peu quelles features ont été ajoutées au fur et à mesure en fait comment dire de l'exploration genre du potentiel du dispositif, quoi. Par exemple, je sais que à un moment, ouais, la molette, les menus radio aussi, un menu radial. Genre, en fait, ça, c'est le truc, mais tu sais, c'est super pratique, en fait. Genre, t'appuies sur un bouton, t'as un menu qui apparaît autour de ton curseur, t'as juste besoin de pousser. Comment dire? En fait, c'est comme si t'avais un menu contextuel, enfin, genre, c'est un menu contextuel, mais qui a, comment dire, en fait, il y a quelque chose de vraiment très intuitif là-dedans, en fait, tu vois. Et je serais curieux de dresser un historique de ces inventions. C'est vrai que la molette, c'est pareil, ça a rien de trivial aussi, quoi. Et pareil, genre scroller en fait. Enfin, l'idée de scroller en fait, l'idée du défilement, quoi. Des pages web se reposent sur le scroll en fait, quasi. Ouais, Enfin, c'est ça, sans le scroll, on aurait des vieilles paginations dégueulasses. On va faire next, deuxième page, troisième page. Alors que là, tout Internet est bâti sur un seul outil, une seule roue, et c'est le scroll. Bah oui, c'est beau. C'est un nouveau médium, c'est une nouvelle façon de présenter les informations, donc forcément les outils pour la façon de naviguer dans ces informations-là, dans tous ces contenus, va mécaniquement devoir être différente. C'est pour ça que justement, encore une fois, avec l'arrivée du touch, ça a encore mis en place des nouvelles façons de gérer et de manipuler les informations pour que ça s'adapte à un écran tactile de petite taille. Ce qui est intéressant aussi, c'est, je trouve, avec ce délire de tactile, c'est qu'il y a, comment dire, genre, finalement, c'est une extension
c'est aussi une extension de ce que la souris nous a permis de mettre en place, hein, parce que il y a quelque chose de très intuitif dans le fait de toucher quelque chose du doigt, en fait. Je sais pas, enfin, dans la vie en général, de manière générale, tu peux pas te servir de tes mains sans toucher des trucs, quoi. Sauf que, encore une fois, ce que tu fais sur un portable, c'est pointer, quoi. Et le pointage, c'est vraiment genre comment dire, la fonctionnalité qui est au centre de la souris, quoi. Il y a plein de trucs, ouais, je sais pas, comment dire. C'est marrant comme c'est des abstractions qui comment dire, qui, euh, qui synergisent en fait les unes avec les autres, quoi. Vraiment. Bah, c'est grâce à c'est un peu la souris est un peu le père fondateur de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de design du UI et du X. Parce qu'en fait, le fait de pointer des choses, ça c'est devenu complètement naturel en fait. L'idée de ouais, c'est ça. l'interaction des humains avec des logiciels. C'est-à-dire que C'est ça. tu as besoin à un moment donné de dire au logiciel avec quel élément tu veux interagir et quelle action tu veux faire. Donc du coup, comment est-ce que tu vas dire au logiciel avec quoi tu veux interagir? Avec un système de pointage. Donc on a la souris, on a le touch avec les doigts, et ensuite tu vas pouvoir dire quelle action tu veux faire. Comme là on peut avoir un clic gauche ou un clic droit avec une souris, et sur un écran tactile on peut avoir un touch, un double touch, un pinch, ce que vous voulez, on peut avoir plein d'actions derrière. Donc effectivement le fait de pointer une action, un élément interactif, c'est un des éléments clés, et c'est pour ça que c'est au cœur de tout en fait. C'est parce que pour pouvoir interagir avec un logiciel, il faut pouvoir dire avec quoi on veut interagir. Et ça va nous mener au deuxième sujet qui est l'ère du tactile du coup. Parce qu'apparemment, vous êtes très très chaud pour aborder le sujet. Et... Avant ça, du coup, parce que je rebondis. Vas-y. C'est que en fait, au-delà de l'ajout, enfin du simple ajout du pointage, en fait, comment dire, il y a aussi, comment dire, il y a ce que ça nous permet de faire en termes de présentation de l'information, en fait. Parce que des onglets, en fait, comment dire, tu vois, l'idée d'une page, par exemple, ou juste d'une fenêtre, elle n'a pas vraiment de sens si tu peux pas, comment dire, pointer à l'intérieur, en fait, tu vois. Et la division, on va dire, d'un espace de travail en différents onglets qui te donne accès à différents espaces, en fait, qui ont différentes fonctions, genre, ça a rien de trivial non plus, quoi, tu vois. Genre, en fait, il y a un moment où cette capacité à pointer, elle a ouvert plein de possibilités sur comment est-ce que on va permettre, comment est-ce qu'on va utiliser cet espace, l'espace de l'écran, quoi, pour vraiment modéliser la fonctionnalité d'un logiciel, en fait. Comment dire, c'est pas seulement une question de pointage, en fait. Je pense que c'est à ce moment-là que sont apparus les enjeux du X, en fait. Très clairement, quoi. Sur comment... On a repris des choses qu'on avait sur du papier, en fait. Parce que, par exemple, tu parles des onglets, mais typiquement, tu prends un calendrier, en fait, ou un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses, tu vas avoir des onglets pour A, B, C, D, E, et en fait, pour aller rapidement à un endroit, tu vas prendre ton doigt, pof, et tu arrives directement sur la lettre que tu veux. Donc en fait, on a juste transposé des choses qu'on utilisait déjà sur du physique pour se dire, en fait, le concept d'un onglet, en fait, on connaît, on sait ce que c'est, on sait que ça permet d'accéder rapidement à quelque chose. Donc du coup, on l'a transposé en informatique pour dire, voilà, ce qu'on a aujourd'hui dans les navigateurs, un onglet de navigateur. C'est le même principe, en fait. Ouais, c'est marrant, c'est très vrai, et c'est marrant parce que j'avais fait une réflexion similaire à Hugo à propos des menus radio. Et, j'avais fait une analogie entre un menu radial, je reviens parce que j'adore, le menu radial, je trouve que c'est une idée de dingue, quoi. C'est une analogie entre les menus radios, pardon. Et tu sais, alors on n'a pas réussi à retrouver le nom avec Hugo, mais c'est des disques que tu mets sur ta voiture, sur le tableau de bord de ta voiture, pour signifier le temps que tu as passé garé à cet endroit-là, ou la date à laquelle tu t'es garé, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et en fait, c'est un peu le même principe, tu vois. C'est-à-dire que tu as un disque, et en fait, tu le manipules pour sélectionner un élément qui a à l'intérieur, tu vois, c'est typiquement la même chose. Donc en fait, ce que je disais à Hugo, c'est que on a très bien pu, le concepteur du menu radial a très bien pu, voir ce truc-là et se dire, waouh, ce serait quand même vachement pratique d'avoir un truc similaire, en fait, mais autour de la souris, quoi. C'est intéressant de voir que
C'est intéressant et inévitable finalement. Genre, comment dire, on crée jamais, on crée jamais vraiment, enfin, genre ex nihilo ce genre de truc quoi. Et c'est intéressant de voir ces analogies-là, je trouve. Ouais. Vraiment En très fait, cool. il y a beaucoup d'éléments d'interface qui sont installés, on va dire, plus par contrainte technique. Typiquement, le fait de comment sélectionner des éléments, bah, on sélectionne le point supérieur gauche et le point inférieur droit, et on va prendre tout ce qui est à l'intérieur. Bah, en Ouais, fait, carrément. dans la vraie vie, si tu voulais te dire je veux sélectionner des éléments, tu auras plutôt tendance à faire ça, tu vois, avec ta souris. En fait, on a choisi cette technique-là parce que techniquement, c'était plus facile à mettre en place. De la même manière que pour les menus contextuels, quand on fait un clic droit, ça affiche tous les éléments à la verticale parce que c'était plus simple à mettre en place. Mettre en place un menu radial, bah, c'est tout de suite plus compliqué, il faut faire des calculs de position, c'est plus complexe d'un point de vue technique, voilà comment est-ce que tu affiches les choses, après ça pose des problématiques de longueur de texte, et ainsi de suite. Donc en fait, ça pose pas mal de problématiques qu'on n'a pas pu résoudre tout de suite, c'est pour ça que c'est arrivé seulement après. Par contre, effectivement, tu regardes n'importe quel logiciel de modélisation 3D, tu as des modules radiales. Tu veux prendre Blender, tu fais, je sais plus ce que c'est la combinaison, mais tu as toutes les actions Espace. du logiciel, tu peux les faire via le menu radial. Et quand tu sais ce que tu fais, tu ouvres le menu radial, tu fais tac 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 tac, pof, t'as lancé ton action. Alors que si tu passais par le carrément. menu, t'aurais mis 50 secondes quoi. Ouais, carrément. Super intéressant, vraiment. Et cette question de sélection aussi, alors c'est intéressant, mais tu fais moins, tu vois, imaginons que tu veuilles sélectionner en faisant un cercle. En fait, le mouvement que tu vas faire va être plus ample que celui que tu vas faire juste en traçant la diagonale du carré, quoi. Ce genre de choses, c'est... Typiquement, sur ma tablette Remarkable, quand tu veux sélectionner du texte, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu vas l'entourer pour le sélectionner. Ouais. Mais puis c'est un stylo, en fait. Et là, on retourne sur le tactile, Et on retourne sur le tactile, mais oui. carrément. La Remarkable, c'est un cas particulier parce que genre, le but, c'est vraiment d'émuler une feuille, quoi. Ça le fait extrêmement bien, c'est impressionnant. Après, sur l'ère du tactile, je sais pas quand ça a vraiment commencé au niveau du tactile. iPhone 1. L'iPhone 1, oui. C'est à ce moment-là que ça a Commercial. vraiment, vraiment décollé à ce moment-là. C'est grâce à l'iPhone 1. Ouais. L'iPhone 1 et toute la série. Et là, c'était l'avalanche, là. Des écrans tactiles et tout. Angry Birds. C'est vrai. Oh là là. Comme quoi, les jeux vidéo servent à prototyper des trucs très sympas. Surtout, ça a donné des nouvelles possibilités d'interaction pour créer du gameplay, en fait. Parce que l'idée, quand on y réfléchit maintenant, ça nous paraît tellement commun qu'on oublie, mais on se dit à l'époque où c'est sorti, c'était les tout premiers écrans tactiles, les gens étaient comme des dingues au fait de pouvoir faire ça, tu vois, tirer avec un espèce d'élastique virtuel et puis de balancer des oiseaux sur des cochons, quoi. C'était fou. Faut se rendre compte, quand C'est même. intéressant. Avant, on avait des téléphones avec un écran avec des pixels dégueulasses, genre 3310, quoi. J'exagère un peu, mais on n'était pas loin de ça, quoi. Donc, ouais. Waouh. Carrément. Mais c'est aussi cette question de tactile là, c'est aussi pour ça que la Nintendo DS a aussi bien fonctionné en fait. Parce que ça a ajouté ça a ajouté des modalités d'interaction que tu pouvais pas trouver ailleurs, quoi. Ou pas sous les mêmes carrément. Bah ouais, ça a servi à plein de... Ça a révolutionné quand même les interactions entre l'homme et la machine, parce que tout devient un peu plus simple, notamment ceux qui sont pas très très initiés à la technologie. En général, ils prennent pas trop mal le coup de main pour l'interaction avec la machine, en fait. Après, pour ce qui est software, comment ça fonctionne et tout, c'est plus compliqué parce que c'est plus du domaine du design et du design de logiciel en général. Mais quand le truc est suffisamment simple, les personnes non initiées s'y retrouvent pas mal. Notamment les fonctions basiques genre téléphone ou SMS. On retrouve quand même un système un peu similaire, genre un système un peu comme les annuaires en fait. Les annuaires papier, c'est trié par ordre alphabétique ou par date, du plus récent au plus ancien. Et donc, toutes ces interactions toutes les interactions tactiles ont vraiment rendu la chose beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible pour tout le monde. Et c'est ça qui est fabuleux avec la technologie tactile, c'est que vraiment on se prend moins la tête. Après,
aujourd'hui, on prend ça pour acquis. Et c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est fabuleux. Pour continuer sur l'histoire du carnet d'adresses, aujourd'hui, si tu regardes sur le dernier des smartphones, comment est géré un carnet d'adresses, comme il y a 20 ans en fait. Parce que juste, ça marche, il n'y a juste pas besoin de faire ça plus. fonctionne bien. Il n'y a personne qui s'est amusé à refaire un truc en mode tu sélectionnes tes contacts en touch avec des bulles ou des trucs comme ça, parce que juste les gens ils savent pas faire et que ça marche en fait, juste de dire ça. Il y a juste eu des raccourcis qui font que ça te facilite la vie pour trouver plus vite, du genre si tu as beaucoup de contacts, typiquement ce qu'il y a souvent c'est qu'on a la liste des lettres à droite ou à gauche, peu importe, et quand on vient, on peut scroller pour faire défiler les contacts, et si on garde appuyé sur le côté, en fait on peut faire un scroll rapide pour aller d'une lettre à une autre. Donc en fait il va y avoir une fois qu'on a un truc qui juste marche, on va venir peaufiner le truc, peaufiner la chose, comme là aller plus rapidement à son contact. On va pas forcément chercher à réinventer tout ce système parce que ça a été prouvé, les gens sont habitués à ce que ça marche comme ça et on va continuer comme ça. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on a une souris, plus personne se pose la question de se dire l'action c'est sur le clic gauche en fait. Alors je sais qu'on peut mettre une souris en mode gaucher et du coup c'est inversé, mais personne s'est dit un jour je vais faire un jeu où dans un FPS, genre un jeu FPS, pour tirer c'est le clic droit. Et le clic gauche, c'est une action. Personne. Donc il y a un concept là. Il y a concept de jeu. Des concepts de jeu. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est cool d'essayer d'explorer des choses, mais pour certaines choses, en fait, ça, c'est pas nécessaire en fait. Au contraire, le fait d'essayer de faire des choses dans ce sens-là, en fait, ça va juste perdre les gens. Sachant que l'exemple que tu as donné, la d'annuaire avec les lettres sur les côtés, c'est ni plus ni moins qu'une implémentation d'un carnet d'adresses classique qu'on achète dans n'importe quelle boutique. Les seules différences, c'est que tu n'as pas de limite de place sur ta page si tu as beaucoup de contacts dont le prénom commence par B. Carrément. Et tu peux mettre des emojis. Et ça compte comme une. Alors qu'on peut pas mettre des emojis dans un vrai carnet. Tu peux essayer de dessiner quoi. Non. Qui met des emojis sur son carnet d'adresse. Oui, carrément. Après, le truc qui est intéressant, et je pense que c'est aussi c'est l'autre côté qui en fait c'est facile d'oublier en fait à quel point on a intégré les codes quoi. Mais typiquement, tu vois, en fait il y a quelque chose de vraiment très intuitif dans l'idée de toucher pour faire quelque chose quoi. Donc, c'est pour ça je pense que le tactile fonctionne aussi bien avec les personnes âgées qui par exemple galéreraient sur un PC simplement parce que on a besoin de moins d'abstraction pour se servir d'un portable tactile que pour se servir d'une souris en fait. Mais par contre, dès qu'on t'as plus la souris en fait, t'as plus la difficulté ou le mur qu'il pourrait y avoir avec le matériel pour pouvoir interagir avec la machine, parce que là tu peux directement interagir avec tes doigts. Et comme tu le disais, tes doigts, tu sais t'en servir en théorie. Donc après. Mais ça n'empêche que c'est pas pour autant que pour eux ça va devenir évident, par exemple, de pinch comme ça pour zoomer ou pour dézoomer. Et c'est là où en fait, comment dire, ça devient. On sait que ça fonctionne, tu vois, parce qu'il y a quelque chose de. En fait, là-dedans, oui, quand tu fais ça, genre l'écart se grandit, ça zoome, il y a quelque chose d'intuitif en fait. Mais est-ce qu'on s'est pas fait, est-ce qu'on s'est pas fait matrixer dans le process de notre développement, tu vois, c'est probablement le cas en fait, quoi. Dans une certaine mesure. Après, en fait, je pense que on a créé des outils qui sont intuitifs par analogie, mais au bout d'un moment, en fait, il y a l'usage qu'on en fait qui, en fait, l'habituation le rend particulièrement efficace, quoi. Et je pense qu'on oublie aussi à quel point c'est compliqué pour les gens qui sont pas habitués de faire l'usage de ce genre de trucs, quoi. Petite réflexion comme pareil, tu vois, genre les logiciels, en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, Hugo, c'est pas parce qu'une personne âgée arrive à se débrouiller avec l'écran tactile que ce sera simple pour lui de rentrer dans le logiciel. Parce que dans le logiciel, en fait, le logiciel va emprunter des codes qui existent sous le même format, sous un PC, en fait. Et que du coup, si t'as pas intégré certains de ces codes-là, il n'y a pas de raison que tu t'en sortes plus sur portable que sur PC, quoi. Que je trouve intéressant. Il est vrai. Il est vrai. Je suis d'accord avec toi. Voilà.
Non, mais c'est cool. Ça apportait plein de trucs, notamment, surtout en termes de graphisme. Bah, après, je vais parler des. Quand je parle du tactile, je vais parler des tablettes qui empruntent nos pads. Je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Ces tablettes. C'est pas des tablettes avec des écrans, mais c'est des tablettes avec des. Euh, comme un pad de PC portable. J'ai oublié le nom. Bon, vous m'avez compris. Le graphisme a beaucoup gagné aussi sur cette révolution tactile, parce que quand même, on est passé vraiment d'un air traditionnel. On passait du traditionnel au numérique en scannant et en faisant les contours à la souris. Ou en passant vectoriel, à vraiment un air où on prend le stylo et on a ce même flou un peu naturel en dessinant sur papier, enfin en traditionnel sur un numérique. Après, on a toujours la différence entre les tablettes à surface avec les écrans et les autres tablettes qui n'ont pas d'écran, à contrario. Et en fait, on a un truc intéressant. J'ai expérimenté sur les deux et en fait, manipuler une tablette qui n'a pas d'écran, c'est comme manipuler une souris pour la première fois en fait. Et comme tu disais, Virgile, voilà. Comme tu dis, Virgile, c'est pas parce que tu maîtrises quelque chose. Enfin, comment dire, le hardware, comme tu dis aussi, Alex, c'est que le hardware en fait va quand même jouer sur la nature de nos actions en fait, le fait que ce soit naturel pour nous. Donc là, pour manipuler cette tablette, j'ai trouvé que c'était pas trop naturel parce qu'en fait, mon dessin, je le fais sur une surface horizontale, mais mon dessin se reflète dans une position verticale en fait, en face de moi. Et mon cerveau, il ne peut, il est en train juste de cracher. Il y a deux synapses qui se disent, c'est pas normal. Et donc en fait, ça demande quand même un moment où il faut s'y habituer en fait. Alors, tu rigoles, mais ça, c'est un truc qui existe également. Aucun rapport, hein, mais dans la peinture. Quand tu vas faire de la peinture à l'aquarelle, par exemple, généralement, tu vas peindre, enfin, tu as plusieurs façons de peindre. Tu peux peindre soit effectivement avec ton tableau à l'horizontale et tu peins par-dessus, mais tu peux également peindre avec ton tableau à la verticale, comme un peintre. Voilà, tu as les deux façons de faire. Et en fait, selon les types de peinture que tu vas utiliser, il y en a qui sont plus ou moins appropriés. Mais du coup, quand tu vas peindre, par exemple, assis à une table et debout face à ton tableau, et ben en fait, ça te change complètement la perception de ce que tu es en train de peindre. Mais vraiment. Et du coup, ça veut dire qu'il faut réapprendre à interagir entre guillemets avec ton canvas, parce que les proportions, tu vas pas les ressentir de la même manière, et au final, tu vas pas créer la même chose. Au final. Super intéressant. Parce que du coup, comment dire, du coup, genre que tu pousses l'idée plus loin en fait, genre c'est plus. Il n'est pas vraiment, il est pas question d'interface homme-machine à ce stade-là, quoi. Il est juste question d'interface homme-outil, quoi. Mm. C'est super intéressant, quoi. C'est vrai que je me sens bizarre hein, quand je le commande au McDo et que la borne elle est juste en verticale et je suis perdu. Oh mon sang. Mais c'est intéressant, ce sujet-là de interface homme-outil. Et pour continuer avec le sujet des tablettes, sur une tablette à écran, du coup, c'est plus facile de rentrer dedans. En fait, il y a une certaine facilité, il y a une certaine aisance, parce que le reflet de ce que tu vas faire est vraiment sur ton écran sur lequel tu dessines. Voilà, c'est donc le cerveau a à faire moins de travail d'adaptation que sur une autre tablette sans écran. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a le tactile, et il y a le tactile avec écran et le tactile sans écran en fait. Et c'est vraiment deux choses qui ont l'air similaires, mais pas tout à fait. En fait. Parce qu'il y a quand même une différence au niveau du hardware et comment il est utilisé et comment ça se reflète sur la machine en fait, dans la machine. C'est intéressant parce que j'imagine, comment dire, ce que ça me fait imaginer, ce à quoi ça me fait penser, c'est que l'affordance mène pas forcément à la facilité d'utilisation, quoi, tu vois. Tu vas pouvoir tu files une tablette à quelqu'un, j'en sais rien, quelqu'un qui a jamais vu de tablette tactile en fait, en USB, tu vois. Tu lui files, tu lui donnes le crayon, et je pense que, en admettant qu'elle a pas une tablette qui a pas d'écran, tu vois. Je pense qu'elle va comprendre.
Elle va comprendre comment on s'en sert en fait. Elle va comprendre, ok, j'ai un crayon, ok, j'ai la tablette, tu l'as branché au PC, bah, j'imagine que si je passe le crayon sur la tablette, ça va faire, comment dire, ça va faire un truc sur le PC, quoi. Tu vois, genre tracer un trait sur cette tablette-là, ça permet de tracer un trait sur le. Et, et en fait, le problème, c'est que, enfin, le problème, ce que ça expose, c'est que effectivement, genre, comprendre comment tu te sers de l'outil te facilite pas la, comment dire, te facilite pas la tâche dans l'utilisation en fait, quoi. Je trouve ça intéressant. Enfin, comment dire, ça te facilite pas la tâche. La simple compréhension du fonctionnement de l'outil va pas te rendre, comment dire, va pas t'offrir va pas t'offrir tout son potentiel, te donner accès à tout son potentiel, quoi. Je sais pas, je trouve ça intéressant. C'est pas parce que tu comprends comment fonctionne l'outil que tu sais l'utiliser correctement. Ouais, carrément, ouais. Et pourtant, c'est bien vu. Et pourtant, on fait des grands efforts pour faire en sorte que l'outil soit, comment dire, que tu puisses comprendre son fonctionnement d'un simple regard, quoi. Pas tous, mais ouais, Oui, mais dans le monde du bon design, on va dire ça. qui est le seul monde qui existe d'ailleurs. Dans le monde du bon design. Et bah ouais. C'est vrai qu'il y a certaines machines, j'ai du mal à comprendre comment ça marche. Genre les tourniquets de base. Les tourniquets, je me dis, ça tourne, mais ça tourne comment? Je fais comment? Je rentre comment? Tourniquet. C'est le tourniquet de métro, tu vois. Ah ouais. C'est bizarre un tourniquet. En vrai, c'est 3-4 barres alignées comme ça dans un angle improbable. Réflexion auteur talk, c'est bizarre un tourniquet. Un tourniquet. Attendez. Mais si j'utilise la bande du McDo, est-ce que je suis déphasé parce que c'est un vertical? Est-ce que mon McFlurry a toujours la même saveur et la même taille dans ma tête si elle est en horizontal? La question c'est est-ce que ton McFlurry aurait le même goût si tu l'avais commandé sur une tablette verticale ou horizontale? Ça c'est une vraie question. Moi je leur demanderai. Le goût de l'axe Y. En fait, ça revient à poser la question et si je commande mon McFlurry avec mon portable comme ça sur Deliveroo ou comme ça, est-ce que ça change le goût, quoi? Je pense que je poserai la question la prochaine fois que j'irai au McDo avec un peu de chance, je vais au moins les amuser un peu. C'est sûr qu'un mec en oreille, il est en mode oui, si, ça change tout. C'est le pauvre gars qui bosse, fait. Qui J'ai c'est, vraiment ce mec qui sait ce Oh, bah. Qu'est-ce que j'ai fait Encore un cassos. Il est débile, lui. J'ai rien demandé pourquoi je me les tape tous, moi. Enfin voilà. Je pense qu'on a fait le tour du tactile, hein, grosso modo. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bah ouais, carrément. En fait, je trouve que c'est une extension très naturelle de la souris, en fait. Finalement. C'est ça, c'est un peu, Mais en mieux, en plus intuitif. Ouais. En plus intuitif, ouais. En mieux, je sais pas. Bah, c'est-à-dire que ton doigt est un peu plus gros. Tu perds en précision quand même. Ouais, mais tu perds en côté, précision. c'est pas forcément le but. T'as pas de clic droit sur un. Enfin, c'est rare d'avoir un clic droit sur une tablette tactile. Non, c'est moins évident. T'as le multitouch. T'as le multitouch. Bah, c'est comme tous les outils, ça a son avantage et son inconvénient, et c'est adapté pour certaines choses, quoi. Je me vois très mal développer avec un écran tactile, et genre, sur VS, toucher mon écran comme ça, éditer du code sur VS avec mes doigts. Pourquoi pas? Mais bon, j'aime bien ma souris. On inventera un langage de programmation qui est à base de touch et dans lequel tu fais, je sais pas, genre du no-code avec des flèches ou des trucs comme ça. Qui sait? Un langage ésotérique. Pourquoi on fait pas ça, en fait? Allez, Ah, c'est le prochain projet de touch. C'est teasé, c'est lancé dans les tuyaux. Elon Musk investissait. Elon, si tu nous regardes, hein. Clin d'œil. Ah, on va envoyer sur Mars, hein. Allez, le touch, le fameux langage. Alors que, effectivement, j'y pense du coup, comment dire, le tactile, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'a implémenté la souris, mais la VR, pour le coup, ça n'a plus rien à voir, quoi. Enfin, Ah ouais, la VR, bah, c'est le troisième sujet d'ailleurs. La VR. La grosse différence, c'est que quand on est passé de la souris au touch, enfin quand je dis quand on est passé, la souris a toujours son utilité, mais quand on est passé de la souris au touch, on était toujours sur un seul écran avec 2 dimensions. Donc du coup, les repères étaient les mêmes. Quand on est passé en VR, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont voulu transcrire
sans se poser de questions, le fait de pointer des choses. Du coup, le premier truc qu'on s'est dit, c'est j'ai un contrôleur, on va pointer des choses avec le contrôleur pour interagir sur des trucs plats dans un environnement 3D. Ce qui est moyen. Enfin, ça marche, hein. Techniquement, on peut faire des interfaces comme ça fonctionne, mais concrètement, au niveau de l'expérience, sachant qu'on a 3 dimensions, autant utiliser ces 3 dimensions. Par contre, ça veut dire qu'il faut se réapproprier la façon de construire des interfaces graphiques dans 3 dimensions et pas juste 2. Parce que entre un écran de PC qu'on gère avec la souris et un écran de smartphone qu'on gère au touch, au final, c'est à peu près les mêmes contraintes. C'est-à-dire qu'on a 2 axes, on a une taille définie, il faut se démerder pour mettre toutes les informations qu'on a besoin là-dedans. Là, si on se met en réalité virtuelle, en fait, l'interface qu'on peut avoir, elle peut être à 360 degrés si on veut. Techniquement, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça. Ça peut être en haut, ça peut être en bas, ça peut être attaché à ton bras, on peut imaginer tout plein de choses. Et ça, pour le coup, sur les tout débuts de la réalité virtuelle, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont juste fait, on a toujours fait comme ça, donc on va faire comme ça en VR. Alors, c'est bien, hein, ça va vite, ça marche, mais niveau expérience utilisateur, c'est pas exceptionnel, quoi. Voilà. C'est vrai que, ouais. Après, moi, de ce que je connais de la VR, c'est surtout des jeux, et il y a beaucoup de jeux qui ont des menus diégétiques, intradiégétiques, quoi. C'est littéralement ce dont tu parles, en fait. C'est-à-dire que, tu fais un menu diégétique dans un jeu vidéo qui n'est pas un jeu vidéo VR, tu vas passer par de l'interface. Sauf que quand tu es dans la VR et que tu fais un menu qui est intradiégétique, tu peux, l'action dans le menu se passe par l'action en vrai, en fait, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est super intéressant. Mais pour le coup, en fait, le truc, c'est que ça, c'est dans le jeu vidéo. Et dans les applications qui ne sont pas du jeu vidéo, alors j'ai pas de référence, en fait. Et le truc, c'est que entrer en interaction avec l'environnement, il y a quelque chose de ludique, en fait, là-dedans, qui appelle au jeu, je trouve. Et qui est peut-être pas optimal pour un contexte, par exemple, je sais pas moi, un contexte d'application VR pro, entre guillemets. Tu vois ? Alors, moi, de ce que je pense de l'interaction VR à ce niveau-là, c'est le système avec les écrans et le système de pointage, il a toujours un peu sa place parce que il est tellement ancré dans la culture tech, la culture de l'interaction homme-machine, qu'on peut pas trop faire ça en fait. C'est un peu un gros repère, tu vois. On sait comment ça marche et on a une très bonne idée de ce qu'on aura comme résultat quand on va interagir d'une telle et telle manière. Moi, je regarde principalement tous les hubs un peu Oculus, HTC, et quand on est dans le hub, grosso modo, on a un écran avec des boutons sur lesquels on pointe, comme un PC, grosso modo. Pareil pour le clavier, on a un clavier virtuel qui s'affiche, on pointe les lettres une par une pour écrire ce qu'on cherche. Donc, je trouve que ça a toujours sa place, cette idée de pointer. Après, dans le domaine du jeu vidéo, c'est vrai que moi aussi, je connais beaucoup des jeux vidéo en VR. C'est vrai que c'est dommage de faire ça, du pointer-cliquer, alors qu'on a plein d'autres manières d'interagir, à savoir, comme une montre, on fait semblant d'appuyer sur un bouton. Ça marche bien. Niveau expérience, c'est au top, c'est super. Après, ouais, c'est... Je pense qu'on a eu un changement de code quand on est arrivé dans la VR. En fait, il y a des choses qui vont plus marcher, il y a des choses qui vont fonctionner. Et en fait, ça dépend ce qu'on veut. Quelle est l'intention derrière, en fait. Est-ce qu'on veut que ce soit pratique et que utilisable par tout le monde, ou on veut que ce soit immersif et très sympa à utiliser. Enfin, voilà, juste immersif. Je vais juste m'arrêter là. J'ai un exemple, c'est Rec Room. L'interface de Rec Room, les interfaces de Rec Room sont toutes systématiquement en diégétique. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des éléments
physiquement dans le monde. Alors c'est des écrans virtuels, hein, mais du coup c'est toujours intégré. Donc en fait quand on va interagir avec, généralement on va prendre une de ses mains, généralement sa main pas directionnelle, on va activer un bouton qui va faire que sur sa main on va avoir une espèce de panneau virtuel qui s'affiche. Donc du coup si on bouge la main, on a le panneau qui suit avec. Et ensuite on va pouvoir pointer dessus. Mais il y a aussi un autre truc qu'on peut faire, c'est que ce panneau, on peut le foutre en l'air, on relâche la main, le panneau il reste là. Et après ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on peut venir appuyer sur les boutons avec ses doigts en fait. C'est-à-dire qu'avec ses contrôleurs, on manipule ses mains. Et en fait, quand on approche les mains de l'espace de saisie, comme si c'était une tablette qui était en l'air, et ben en fait, on passe en mode doigt et on peut venir appuyer sur les boutons comme ça. Donc les deux sont possibles. Le fait de pouvoir pointer, c'est pratique quand ton interface est un petit peu loin. Mais en pratique, honnêtement, le fait de pouvoir te dire que tu ouvres ton menu et t'appuies sur les boutons comme ça, bah, je trouve ça beaucoup plus intuitif en fait que de devoir pointer. Et ensuite cliquer. Parce que du coup ça te fait une action, c'est-à-dire qu'il faut pointer au bon endroit, il faut appuyer sur un bouton pour dire je sélectionne l'action. Alors que là en fait l'action de sélectionner c'est toi qui physiquement va appuyer sur le bouton. Et ça du coup on rejoint l'utilisation qu'on pourrait avoir sur une tablette en réel, c'est-à-dire qu'on appuie sur des choses physiquement en fait. Et ça c'est quand même vachement chouette. Et je trouve que c'est dommage que ça soit pas suffisamment développé comme approche. Je suis d'accord avec toi. Mais je vois un problème en fait, c'est que le corps a une lourdeur que la manipulation que tu sens pas dans la manipulation de la souris en fait. Et pointer du doigt, c'est quelque chose qui est intuitif. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que quand tu es en VR, tu peux juste pointer du doigt quelque chose, tu vois, genre tu vois ce que je veux dire. Et en fait, dans les faits, comment dire. Après, il y a des questions de distance, tu vois, mais plus un objet est loin, si je fais un petit mouvement de doigt, plus je vais me déplacer en fait sur le plan qui représente l'écran sur lequel j'interagis en fait. Et ça permet de couvrir de grandes distances avec des petits mouvements. Mais admettons que vraiment je dois appuyer sur des boutons physiquement, en fait je vais prendre plus de temps à faire des trucs et en fait ça va être simplement plus fatigant en fait, tu vois, genre plus éprouvant quoi, tu vois. Et alors après genre la VR faire des longues sessions c'est pas forcément une bonne idée tu vois mais je pense en fait je suis pas je suis pas encore j'ai pas encore été frappé si tu veux par les modalités sous lesquelles un jeu ou une application en VR me faisait utiliser son interface, tu vois. Je me suis pas dit waouh, ça fonctionne trop bien quoi. Tu vois, à chaque fois genre c'était un peu soit pas assez précis parce que quand je dis on peut pointer du doigt, ça c'est intuitif, ouais, mais quand tu es en VR en fait, tu as des manettes dans la main en fait. Et pointer du doigt, c'est pas vraiment pointer du doigt. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a un certain décalage qui se fait entre ce que tu fais avec ton corps. Alors c'est particulier parce que la VR appelle à réduire l'abstraction en fait et aller vers l'intuitif. Et pourtant, tu as cette barrière c'est pas tes mains que tu vois, c'est tes manettes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux faire du hand tracking. Bien sûr, tu peux faire du hand tracking. Tu peux faire du hand tracking. Mais ça, c'est. Je pense que ça fait plus partie du sujet du futur, le hand tracking, parce que aujourd'hui, la majorité. Enfin, même si c'est très avancé aujourd'hui, il y a quelques apps qui l'utilisent, j'ai l'impression, mais pas à 100%. Tu vois, c'est pas démocratisé, je trouve. Parce que les manettes, en fait, je trouve que dans les manettes, surtout Oculus, ils ont bien fait leur truc. Oculus Quest 1 surtout, et Oculus. Alors, il y a le Quest 1 et le Rift. Le design des manettes est vachement sympa en fait, est vachement cool parce que c'est un truc qui essaye. C'est très ergonomique et en fait il y a plein de fonctionnalités très sympathiques. Donc là c'est le Quest 1, ouais c'est ça. On a quand même cette sensation, voilà, je montre le Quest 1. On peut l'empoigner, voilà. Et en fait, on a des touches qui sont vachement bien placées. On a une touche là, sous les 3 doigts, en fait, qui nous sert à grab des trucs. Pour la plupart, ça paraît naturel de serrer le poing pour choper des objets. Et on a une sorte de bouton ici qui fait penser un peu à une gâchette, voilà, une gâchette, donc ça peut être utilisé pour une arme, pour serrer des objets ou d'autres trucs comme ça, enfin d'autres fonctionnalités. Et rien que ces deux touches, ça marche vachement bien. Il y a pas mal de fonctionnalités qu'on peut faire. Après, on a des boutons un peu accessoires, j'ai envie de dire, parce qu'on a les sticks, on a les deux boutons.
c'est un peu le clic droit de la souris, quoi. C'est ou le multitouch du tactile. Ouais, carrément. C'est pas forcément nécessaire parce que du coup on peut tout faire avec le mouvement en fait des manettes, mais ça reste néanmoins utile. Et c'est ça qui est cool avec la VR, c'est que il y a eu un effort de design sur les manettes. Sauf HTC, où je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont bu un truc, c'est parti en vrille, et ils ont fait une manette, on va faire une manette, ça va être une télécommande de télévision. Et c'est super. La déprime, en fait. C'est super la télévision. Surtout, ils se sont pas dit à un moment donné, ça serait bien qu'on refasse nos manettes, quoi. C'est vrai, sur les nouveaux modèles d'HTC, bah, c'est les mêmes manettes en fait, que ce soit le nouveau et le embarqué. Et les pros. Aussi, les manettes du Focus 3, elles sont différentes. Alors, elles ressemblent un petit peu à celles du Quest, sauf que le manche est super long en fait, comme pour les manettes du Vive classique. Je pense que c'est parce qu'il y a des batteries dedans, et pas des piles. Donc ça prend de la place, Alors, donc ils ont dû faire ce choix-là. Vous allez être surpris. Moi, je préfère les contrôleurs du HTC. Enfin, j'ai préféré certains aspects du contrôleur du HTC par rapport à celui du Quest. Malédiction. Ouais, j'ai Malédiction. certains trucs. Alors après, il y a des trucs que genre par exemple, moi j'aimerais bien avoir un joystick et 2-3 boutons en fait sous le pouce parce que c'est en fait c'est standard de te servir de ton pouce pour appuyer sur des boutons. Ça, je comprends pas qu'il l'ait pas mis, quoi. Par contre, après, en termes de poids, en termes de prise en main, je la préfère. Enfin bon, est-ce que j'en dis? C'est pas moi l'expert en VR ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non mais ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que bah voilà, sur une manette comme ça de VR, on s'attend à avoir un bouton sous le pouce. D'où est-ce que ça vient ça? Ouais. Ça vient des consoles. Sur les Bah, consoles, bien sûr, ouais, carrément. les boutons ont fini par se placer mécaniquement. Il y a un espèce de standard ou ouais, un standard qui s'est imposé. Et grosso modo, c'est un petit peu voilà, tout le monde fait ça maintenant. Et quand on a fait, quand on a commencé à créer les contrôleurs VR, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a pris les layouts de boutons qu'on avait déjà sur une manette, et si on regarde vraiment, en fait, tu prends une manette de Xbox ou une manette de PlayStation, tu la coupes en deux, et hop, t'as tes contrôleurs VR en fait. Je suis designer. Je suis designer, ouais. Waouh. Parce que, ouais, Vache. sur une manette classique, t'avais déjà des triggers, t'avais déjà un deuxième bouton en dessous qui, du coup, s'est déplacé pour plus prendre la forme de la main, t'avais deux stickers de chaque côté et des boutons de chaque côté. Donc, en fait, on a juste adapté un truc qu'on connaissait déjà et qui marchait, et c'est pour ça que, effectivement, maintenant, quand tu prends une manette de réalité virtuelle en main, bah, tu t'attends à avoir un bouton sous le pouce. Parce que tu te dis, bah. Voilà, avec mon pouce sur une manette, bah, je vais m'en servir pour appuyer sur des trucs, quoi. Parallèlement, Nintendo a probablement un peu battu les sentiers de ce qu'on pouvait faire avec les manettes, comment dire, pour La GameCube, la Nintendo 64. ouais, et puis la Wii aussi. La tu Wii, vois, où ah ouais, là, la où là, Wii. vraiment, là, t'as du motion control, quoi, tu vois. C'est bon, évidemment, ça n'a rien à voir avec la VR, mais je veux dire, il y avait ce souci-là quand même. Genre, il y avait, on peut voir l'analogie, quoi. Bah, la Wii était un peu en proto manette VR parce que t'avais le nunchuck et la manette principale, la Wiimote. Il y avait un truc, quoi. Il y avait Carrément. il y avait un petit truc. Et la Switch, du coup, qui vraiment tu mets tu mets les deux manettes à côté. Enfin, il y a un truc, il y a un truc, quoi. Enfin, Ouais, la VR a juste eu le flair a vu ses prédécesseurs en termes de contrôleurs. Bah ouais, logique. c'est pas tout à fait les mêmes enjeux aussi. Donc Oui, c'est pas les normal. mêmes enjeux, Après, mais on se dit qu'est-ce qu'on a comme nouveau contexte et comment est-ce qu'on peut réutiliser ce qu'on connaît déjà et ce qu'on sait qui fonctionne. Parce que bon, tu imagines bien que quand tu te dis hey, on va faire un casque de réalité virtuelle, personne n'a jamais fait ça. Enfin, si, il y avait déjà des gens qui avaient fait ça, mais pour du pro et des trucs très C'est ça. pas forcément grand public. Comment faire en sorte qu'on se prenne pas les pieds dans le tapis avec des contrôleurs complètement à chier, quoi. Bah, on va déjà regarder ce qui se faisait avant, ce qui se faisait et qui marchait bien, et on va reprendre des trucs pour l'adapter. Et au final, bah, quand tu prends des manettes de Rift, bah, tu te dis, bah, ouais, ça marche bien en fait, ça fait le job, il n'y a pas forcément besoin de plus. Après, évidemment, tu pourrais te dire, ouais, mais Valve, genre, par exemple, sur l'index, bah, on peut utiliser chacun de ses doigts, sauf que en pratique,
quand on y réfléchit 5 minutes, c'est sûr que c'est super chouette d'avoir cette possibilité-là, de pouvoir traquer ça, mais concrètement, en fait, tu vas pas demander à l'utilisateur de savoir que faut qu'il appuie de temps de pression sur ce doigt-là de la main droite pour faire une action. Parce que cognitivement parlant, c'est pas possible. Tu peux pas te rappeler de tout ça. C'est trop complexe, en Ouais. fait. Ouais. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, c'est vraiment se donner du mal pour rien, parce qu'on a déjà des codes, des codes avec, comment dire, l'usage d'une télécommande ou d'un contrôleur, il est ancré dans nos têtes depuis 20 ans maintenant. C'est un truc, c'est vraiment s'emmerder pour rien que de créer des codes avec la main, quoi. Je pense que le motion tracking, et c'est pour ça que je te rejoins, Hugo, quand tu dis que c'est le futur, c'est que on saura, comment dire, on saura en tirer parfaitement usage quand on pourra faire en VR exactement ce qu'on fait dans la vraie vie avec nos mains, en fait. Quand il y aura vraiment aucune abstraction, quoi. Genre, comment dire, demande-moi de claquer des doigts, ouais. Pas de pousser les doigts, ou genre, pas de faire des trucs, genre, pas, tu vois, genre, c'est ça. Jutsu, là. Mais ce serait stylé, mais ce serait super cool, tu vois, t'imagines, mais par contre, là, enfin, avec Faut que j'ouvre ma boîte mail. c'est trop cool, un peu, genre, tu dois faire ce genre de trucs. Bon, après, enfin, c'est cool que dans ta perspective, parce que ça, c'est comme Beat Saber, quoi, faut pas regarder quelqu'un le faire. Parce que je pense qu'avec le casque, là, en train de faire tes signes de ninja, alors... Bah, peut-être que dans ton McDo, après avoir commandé ton McFlurry à l'horizontale, ton préféré, tu ouvriras ta boîte mail à coup de dessous, c'est pas un problème. C'est le futur, j'ai envie de dire. Et en train de bouffer ton McFlurry ou M&M's, là. Tu faire tes trucs, là. Ah là là, la boîte mail, vite. Mais du coup, le futur, parlons-en du futur. On parlait du hand tracking précédemment. Et Ça va être l'évolution des nouveaux systèmes d'interface. Donc effectivement, le hand tracking, c'est une possibilité. Tu as aussi la possibilité de faire du tracking autre. Typiquement, on peut se mettre des bracelets qui se mettent sur les avant-bras et qui viennent, il y a des détecteurs partout au-dessus qui viennent détecter la pression des muscles, en fait. Et quand on bouge les doigts, quand on fait des mouvements, il y a les muscles des bras, en fait, c'est par le mouvement des muscles des bras que tu as les doigts qui vont se fermer, s'ouvrir. Et en fait, ça, c'est des mouvements que tu peux détecter. Et du coup, tu peux te mettre des bracelets sur les bras, comme ça, sur les avant-bras, et t'en servir comme input. Et du coup, selon les mouvements que tu vas faire avec tes doigts, du coup, tu peux récupérer ça et t'en servir comme input. Ça se fait, c'est pas très très connu et pourtant ça coûte pas très cher, genre le bracelet ça doit coûter 100 balles, tu vois. Donc c'était assez intéressant par exemple pour les gens qui ont eu des accidents. Imagine, voilà, t'as perdu une main, tu te mets ton bracelet et tu peux quand même piloter des trucs. Typiquement les gens qui ont des prothèses, c'est basé sur des systèmes similaires, c'est-à-dire qu'en se basant sur les muscles qui restent dans les avant-bras, voire sur le bras, et du coup on peut piloter le mouvement de la prothèse qui va être sur la main par exemple. Super sexy, hein. ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est très accessible. Hein. Il y a beaucoup d'accessibilité, elle est vraiment top. Enfin, donc, outre l'aspect, on va dire, tech sympa de se dire je pilote mon application juste à la Minority Report comme ça, il y a aussi un aspect intéressant qui est pour l'accessibilité, pour les personnes qui ont perdu des membres, tout simplement. Donc ouais, il y a ça. Il y a aussi la possibilité de faire carrément de l'interface neuronale. On parlait d'Elon Musk tout à l'heure, donc lui, il a une boîte, comment ça s'appelle ? J'ai mangé le nom de Neuralink. Neuralink, merci. Qui fait des recherches par rapport à ça pour créer des interfaces homme-machine pour faire ça. Il y a aussi d'autres... bon, là, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est très intrusif parce qu'il faut te mettre une puce sur le crâne. En gros, tu te retrouves avec une prise jack sur l'arrière du crâne. Très, très Matrix-like. Il y a aussi des solutions qui existent qui sont beaucoup moins intrusives, mais qui sont du coup moins précises. C'est-à-dire que tu mets un casque ou juste un espèce de strap sur la tête avec justement un gros capteur, alors je sais plus où est-ce qu'il est au niveau de la tête, si c'est à l'arrière ou sur le devant, qui du coup vient capter les ondes cérébrales. Et du coup après pareil tu peux interfacer ça pour dire selon les ondes je vais détecter que si j'arrive à détecter telle onde ça va correspondre à telle action. Et après du coup tu peux faire en sorte que l'utilisateur va piloter l'application via ces ondes cérébrales. Donc ça demande un entraînement, ça demande un petit peu d'équilibrage pour arriver à les détecter correctement, mais c'est grosso modo, tu es dans un RPG et tu te dis je lance une boule de feu.
Et tu penses à ça, ça va te générer des ondes cérébrales dans ton cerveau, et le jeu il va dire, ah bah tiens, il a dit boule de feu, je vais lancer une boule de feu. Et là c'est stylé quand même. Ouais, les technophobes au fond de la salle qui ont des grosses montées de sueur. Grosse sueur. Oh là 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 là. Moi, je trouve que ces interfaces homme-machine sont très utiles pour le travail, tu vois. Enfin, pour tout ce qui est travail bureautique, ça peut être intéressant. Par exemple, quand j'écris du code, j'aimerais bien penser à écrire des commentaires. J'ai un casque sur la tête, petit bloc de commentaires qui s'ouvre, et je dis, franchement, incroyable, tu vois, c'est genre, tu penses à écrire une ligne de commentaires, t'as la ligne de commentaires qui s'affiche devant toi, quoi, avec ce que tu veux écrire. Par rapport à ça, j'y pense. Il y a un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps par Microsoft, basé sur de l'intelligence artificielle. T'as de l'autocomplétion de code. C'est incroyable. Ah oui, j'ai vu ça. Tu branches ça sur ton éditeur de code et genre tu écris un commentaire de fonction, l'IA te génère la fonction. Juste en comprenant ce que t'as dit que tu voulais qu'elle fasse. Et en fait, c'est basé sur l'analyse de je sais pas combien. En gros, ils ont analysé ils se sont basés comme source sur toutes les réponses de Stack Overflow. Des génies. Et en gros, en fait, t'écris ton commentaire en disant bah voilà, je veux que ma fonction elle fasse ça et ça. Puis là, t'as l'IA qui réfléchit, puis pouf, il te fait une proposition. Et genre, si elle te plaît pas, tu peux lui dire bah génère-moi une autre. Et après, tu peux dire ok, c'est bon. Ou encore, t'écris le nom d'une fonction et paf, il va te générer la fonction par rapport à ce qu'il a compris du nom. Il y a plein de trucs comme ça. C'est pas grave. Donc après, Tu fusionnes ça avec le casque. Après, on pourrait se dire ça C'est pose grave, la question parce que concrètement, dans 80% des cas, ça va répondre à ta solution. La question que ça pose, c'est est-ce que le métier de développeur va disparaître à terme? Les développeurs seront dans des cuves avec des casques. Non, Il y a ce problème, un problème d'anticipation. Comment dire, le truc, c'est que on fait pas que de faire des fonctions, quoi. on fait pas que écrire du code, on réfléchit aussi. Je crois. Enfin, moi, pas moi, mais vous peut-être, quoi. Non, mais tu vois, genre, on fait pas que de déclarer des méthodes, quoi. Tu vois, genre, il y a un souci d'architecture derrière, tu vois. Et l'IA, j'imagine, enfin, elle n'en est pas encore là, quoi. Elle génère des algorithmes, en fait. Alors que la prog, c'est pas tout le temps une question d'algorithme, en fait. Il y a aussi un truc qui est intéressant, j'ai vu ça sur internet, source sûre, c'est que en fait, de toute façon, le client il sera jamais sûr de ce qu'il veut en fait, et il faut qu'il y ait un humain en face pour qu'il comprenne ce qu'il dise ou ce qu'il veut, parce qu'une IA, si tu lui donnes pas des informations concrètes, il va rien péter et il va juste faire rien du tout, parce qu'il comprendra pas ce que tu veux. Et le métier de développeur, c'est ça aussi, c'est de faire face au client, comprendre ce qu'il veut, ses besoins, et de toute façon, ces besoins vont muter au fil d'un moment, au fur et à mesure. Donc, il y a toujours le développeur derrière qui va devoir se démener pour répondre à sa demande. Peut-être qu'on deviendra opérateur d'IA, en fait. Ouais, et mon CV sera ultra stylé. Je dirais à mes enfants, je suis opérateur d'IA. Alors que j'ai juste un casque sur la tête en train de guider un bot pour qu'il surfe sur Stack Overflow, quoi. En train de bouffer des Doritos, il dit vas-y la fonction. Vas-y, le truc là, vas-y le. Non, celle-là, elle me plaît pas. On continue, next. Vas-y, rajoute un petit paramètre là. Ouais. Non, Vraiment, là. je pense effectivement que dans le futur proche, le métier de développeur est pas en danger dans le sens où effectivement il faudra toujours qu'on se pose des questions plus architecturales de dans quel cas faire quel choix, parce que c'est pas tout d'avoir une réponse à une fonction, mais voilà, c'est pas juste écrire des fonctions. Et là pour le coup c'est vraiment dans les exemples que j'avais vus, c'était du genre voilà, trie-moi un tableau, fais un truc comme ça, donc c'était des réponses qui sont quand même relativement simples. Donc dans ce cas là, dans la vie de développeur, enfin moi quand j'ai un truc hyper connu à faire, mon premier réflexe c'est d'aller sur Stack Overflow pour effectivement trouver quelqu'un qui a déjà fait le code, je vérifie moi-même pour me dire bah voilà c'est bon, ça me va d'un point de vue technique, je prends le code, je l'utilise. Maintenant si tu te dis, toi en tant que développeur t'es en train de bosser et t'as ce genre de fonction à faire et au lieu de perdre
C'est ridicule, hein, mais au lieu de perdre 3 minutes à chercher sur le net et trouver le bout de code qu'il te faut pour le copier dans ton IDE, bah, t'aurais accès directement et t'as gagné 3 minutes, quoi. Donc je me dis que ça peut être utile dans ce cas-là. Après, effectivement, sur l'échelle d'un projet complet, ça remplacera pas aujourd'hui, une IA est pas du tout en mesure de créer un projet complet. Parce que, effectivement, il y a la compréhension du besoin. Et c'est intéressant parce que pour le coup, on parle d'interface homme-machine, mais on peut aussi parler d'interface homme-homme-machine. Il y a le besoin qui doit être compris pour être transcrit dans quelque chose qui peut être exécutable par une machine. Et ça aussi, c'est de l'interface en fait. Il faut un humain pour parler à un humain, pour comprendre son besoin et le transcrire dans quelque chose qui est utilisable par une machine. Et c'est effectivement ce que vous disiez, c'est aussi le job du développeur ou du chef de projet, ou peu importe le nom qu'on met dessus, pour faire ce lien entre le besoin et le résultat. C'est pour ça que ça me fait un petit peu rire quand je vois tous les gens qui disent « Ouais, non mais le no-code, c'est l'avenir, bientôt on arrêtera de programmer ». Bah non en fait, parce que si les gens sont pas capables de structurer leurs besoins de manière à ce que ça soit compréhensible par une machine, ça marchera pas, en fait. La machine, elle fera pas ce qu'ils veulent. Là, t'es plus opérateur IA, hein. T'es un technomage à ce moment-là. Technomage. T'es un technomage, enfin... T'as une grosse barbe et une capuche, que voulez-vous, étranger, vous voulez du code? Ah, je vais parler à un chaudron magique. Des lignes de bâche qui défilent. Des lignes de bâche qui défilent dans tes yeux. Ah, Dieu. Dieu m'en garde, pas de ligne de bâche dans mes yeux. Ah non! Ah! Ouais, $, pour déclarer des variables, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! PHP Oui, aussi, mais on carrément. peut partout. Oh putain, c'est chiant ça. Oh la vache. Atroce ça. Oh mon dieu. En JavaScript, on fait quoi? On fait rien. Attends, oh, tu veux dire que... Non, la vraie réponse c'est en JavaScript, peu importe, ça marchera. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai. C'est un peu de l'art nouveau, hein, JavaScript. Hein. C'est un peu l'art contemporain. En JavaScript, tu crées une variable, tu mets un nombre dedans, au milieu de son cycle de vie, tu mets une chaîne de caractères et à la fin tu mets une fonction dedans, pas de problème. Ça marche, ça fonctionne. Ça me rend triste ce que tu dis. C'est le JavaScript. Ouais. Le futur, pas mal de choses. Hein. Après, au niveau des interfaces homme-machine, on a à peu près fait le tour. Hein. Le next step, c'est vraiment les mains en tracking et notre gros cerveau de primate, quoi. Mais moi, je pense que quand même, au niveau VR, je pense qu'on n'a pas tout. Comment dire, on est loin d'avoir tout exploré, tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, comment dire, un ordinateur, ça fonctionne vachement bien avec ce qu'on a, en fait. Non, en VR, on n'est pas encore, comment dire, on n'en est pas encore au point où c'est pas seulement. Après, c'est fonctionnel si tu veux, mais c'est pas, tu vois, genre, comment dire. Tout à l'heure, c'est toi, Alex, qui a parlé de Minority Report, je crois. Hein. En fait, le truc avec dans Minority Report, c'est que le gars, comment dire, il utilise ce truc-là, en fait, et tout est fluide, si tu veux. Et genre, je trouve que c'est ça qu'on fait quand on est sous un PC, en fait. Tout est fluide, tu vois. Alors, quand tu connais bien l'ordinateur et quand tu connais ton environnement de travail, tu vas vite, en fait. Sur la VR, c'est pas encore ça. Sur la VR, en fait, tu vois, genre, c'est encore lent, tu vois. Et c'est aussi ce que j'ai voulu dire quand je parlais de ton corps, il a un poids, en fait, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, tu interagis pas avec l'environnement de la même manière, si tu veux. Et je trouve que, alors pour le coup, Alix, moi, il me surprend pour ça. C'est que en un seul jeu, en fait, ils ont réussi à trouver plein de petites solutions pour des problèmes qui ont été soulevés dans plein d'autres jeux, en fait, si tu veux. Et probablement qu'Alix, faudra en faire une analyse, hein, mais probablement qu'Alix soulève des problèmes spécifiques, mais je trouve intéressant de constater simplement que ce jeu arrive à faire des choses en fait en termes d'interface et du X que d'autres n'arrivaient pas en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours on est toujours en quête de code en fait, en termes d'interaction et
Et alors c'est vrai qu'il y a le futur de l'interface homme-machine et le futur de la machine aussi, parce que Neuralink c'est quand même pas simplement une interface homme-machine quoi. C'est-à-dire que là, genre ça va, tu vois, Il y a genre plus c'est d'interface, quand même, en fait. Tu ne ouais, fais qu'un voilà, avec la oui. machine. Tu penses Et puis il le fait. comment dire, et genre et là, enfin ça devient tripant vis-à-vis du potentiel en fait du dispositif quoi. Tu vois, genre ça va au-delà simplement du comment dire de ce que l'homme va faire à travers la machine, tu vois, genre, ça ouvre plus de champs du possible, tu vois. Mais avant d'en arriver là, et avant même d'en arriver en fait au hand tracking, tu vois, genre la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment intelligent, enfin la question pour moi en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment très intelligent, quel genre d'artifice finalement genre on peut trouver pour faire croire, enfin pour mettre un environnement de travail à la, comment dire, aussi intuitif que ce qu'on peut voir dans Minority Report ou que ce qu'on peut faire avec un PC quoi. Je suis curieux de voir où est-ce qu'on en sera dans 10 ans en fait vis-à-vis de ça quoi. Parce que moi c'est vrai que genre, j'ai lancé Alix et j'ai fait ce jeu là et j'ai fait waouh. Enfin, en fait c'est comme dans la vraie vie sauf que je me fais courser par des zombies quoi. C'est vrai que le cas d'Alix est très intéressant à ce niveau-là. C'est vrai que quand j'ai testé Alix, il y a vraiment des trucs. J'étais soufflé quand même. Enfin, Ouais. juste, il y a des moments où il y a des puzzle games où on doit interagir avec des machines aliens. Enfin, même en général, on doit interagir avec des machines aliens, des machines combine. Et en fait, c'est bizarrement conçu. C'est conçu d'une telle manière à ce que tu comprennes comment ça marche. En fait, il y a de l'affordance derrière. Tu peux toucher, tu peux manipuler, tu peux un peu, un peu de manière empirique faire joujou et tester en fait. Et dans Alix, c'est bien fait parce que je sais pas, il y a une certaine euh, c'est naturel d'interagir avec ces machines, même si c'est des machines aliens. Et en termes de game design, de design d'interaction du UI UX, c'est vachement cool en fait. Comment je suis pas allé très loin sur l'analyse, mais comment ils ont designé ça en fait. Comment ils ont fait en sorte que tes actions que tu vas faire vont te sembler naturelles. Tu vois Il- genre pardon vas-y je t'en prie. Non, je voulais dire, au début, on n'a pas des machines aliens, mais on a des bouteilles, des trucs comme ça, des petits trucs, des bitoniaux, des petites roulettes à radio, des antennes, des portes à ouvrir, des boutons. C'est tous des trucs fondamentalement humains, même un flingue. On sait tous comment on manipulait un flingue à cause des films, donc ça pourrait être vaguement naturel. Mais pour ça, tu vois, enfin, il y a un truc intéressant. Analyse à faire sur Alix, encore du teasing. Je pense qu'on fera un auteur talk spécial Half-Life Alix. Alors là Voilà, moi, exactement. je suis saucé de ouf hein, je vous le dis hein. Voilà, on reparlera d'Half-Life Voilà. Alix un jour. Voilà, c'est le futur du jeu vidéo joué. Ça c'est dur ce que vous me faites parce que j'allais me lancer dans un laïus là. Ah non, on peut pas, là, ça fait déjà plus Et de non, qu'on est et non, en live. Enfin, qu'on est en train d'enregistrer. Après, on va tuer les auditeurs. Bah voilà, alors si j'ai des trucs à dire. Je vais faire chier tout le monde. Mais du coup, Mais tais-toi Virgile. prépare ton analyse, tu pourras nous partager ça. De toute façon, c'était dans le plan des vidéos que j'avais prévu de tourner, c'est un test d'Half-Life Alix, donc du coup, je pense qu'on va le faire sous ce format-là, ça ira bien. Comme ça, on pourra échanger sur les interactions qui sont autour. exactement. Je suis saucé de ouf là. Vous m'avez saucé là. Grosse hype. Impeccable, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Ouais, on a bien fait le tour du sujet. Il y a encore des zones à explorer, hein. On pourrait parler des heures et des heures de chaque sujet de manière historique, mais je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et ouais. Donc à la prochaine, je pense. Pour Half-Life Alix peut-être. Du coup. Bah écoute, Virgile il est chaud, donc on va essayer ça. Vous savez qu'il y a un menu radial dans Half-Life Alix. Central, hein, tu ne peux pas le louper, t'es obligé de l'utiliser. Hein. Il y a un menu radial sur Alix. Oh la vache. Ah
bah, ça fait une Pas remarqué. belle transition pour le prochain épisode. Tout à fait. Retrouver Virgile en solo pour les menus radio, du coup. Un menu radial. Pour les menus radiales. Du coup, pour la miniature Radio, YouTube, il faudra bien mettre un menu radial énorme, voilà, Et puis aussi à l'intérieur. avec la photo de Virgile au milieu. Exactement, parfait. Eh ben, on va faire ça. Ça marche. Bah, du coup, on va s'arrêter là, je pense. C'est pas mal. Du coup, si vous avez regardé cette vidéo, merci à vous. On va probablement refaire ce format-là puisque on a, comme je disais en intro, beaucoup ce genre de discussion. Donc, on parle de beaucoup de choses. Voilà, ça va être cool de partager, et puis ça changera un petit peu du format habituel qu'on fait des vidéos, où je prépare les vidéos, je fais semblant d'être sérieux et tout ça. Et là, c'est un petit peu plus décontracté. Donc on refera probablement des trucs comme ça. Donc je vais vous faire l'habituel, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, cochez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez des trucs à dire par rapport à tout ce qu'on a dit là, vous le mettez en commentaire en dessous, peu importe où est-ce que vous voyez cette vidéo. Si vous avez des retours ou des idées de sujets qui vous intéresseraient, dont on parle également au sein d'un auteur talk, et bien encore une fois mettez ça en commentaire. Et sur ce, l'habituel, portez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut! Il est bizarre le patron, il parle comme si on était dans une vidéo YouTube.